Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Wikeko. Comment rationaliser la production de riz en s'appuyant sur les nouvelles technologies, notamment dans un contexte de crise sanitaire et de changement climatique? Eh bien, c'est là l'ambition de certains acteurs qui œuvrent à transformer la riziculture en faisant du numérique un outil de travail et de mieux-être. Sur quel levier travaille-t-il? Eh bien, on va recevoir un invité dans le dossier de la semaine pour mieux en parler. Mais avant, retour sur les principaux faits et événements qui ont marqué la 33e édition du grand rendez-vous du football africain qui a pris fin dimanche 6 février dernier sur le sacre du Sénégal. Avec les confrères, nous analyserons toute la compétition et ensemble, on va apprécier le parcours des différentes équipes et des différents acteurs entrant dans le cadre de cette compétition. Merci à vous de nous rejoindre sur Wikeko. Ne zappez surtout pas. Tout de suite, le mini-journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal, ce Wikeko. Pas facile aux écoliers de s'acheter à manger pendant les périodes de récréation. La raison est toute simple, très peu d'établissements scolaires disposent de cantines dignes de ce nom. Des repas pas toujours propres à la consommation leur sont servis, situation souvent à l'origine des intoxications alimentaires. Comment se présente le phénomène? Explication dans ce reportage signé Arnaud Adadja. Voici un exemple d'école privée située au cœur de Cotonou où on ne triche pas avec les normes, surtout lorsque cela concerne l'alimentation des enfants. Ici, avant de manger, le lavage des mains est une priorité et même le contrôle de la santé de celle qui prépare est de principe. Et chaque enfant a droit à son plat. Et les cuillères aussi, chaque enfant a droit à sa cuillère. La cantinière, celle qui prépare, elle est contrôlée par l'infirmier d'État pour voir si sa santé est apte pour pouvoir répondre à cette tâche pour préparer aux enfants. Salle bien balayée et assez bien badigeonnée, la beauté des repas amène l'eau à la bouche de ces tout petits enfants qui mangent si bien. Dans cette école publique à fort taux d'effectifs, comment se passe d'habitude le contrôle de l'alimentation des écoliers? Nous sommes dans un complexe ici et au niveau de ce complexe, nous avons mis en place une organisation et chaque groupe a une ou bien un responsable chargé de l'hygiène et nutrition. Il y a la qualité des repas que nous contrôlons et la propreté au niveau des bonnes dames et des extensions de cuisine qu'elles utilisent. Par moment, elles dérèglent un peu. Par exemple, elles peuvent ne pas bien faire la mousse et elles vont vouloir préparer et laver les bols. Donc, on réagit en même temps. Moi-même particulièrement, j'ai souvent l'œil là-dessus. J'y vais assez souvent. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, bon, les vendeuses me connaissent. Et c'est souvent ces choses-là apportent des frictions entre les vendeuses et puis les autorités parce que les autres cherchent un peu plus le bénéfice, nous cherchons le bien-être de nos enfants. Manger sain dans un cadre sain, c'est mieux. Et manger mieux, c'est préserver sa santé contre les maladies et tout risque d'infection.
Les Béninois ont perdu aujourd'hui l'habitude de se rendre dans les salles obscures. L'industrie cinématographique du Bénin, qui a connu ces moments de gloire vers les années 1970, a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Quelles en sont les causes et les solutions pour sortir le secteur de l'Onière? Éléments de réponse dans ce reportage signé Lucrèce Amoussoui et Patrick Adjaboudjou. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardi la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone, soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000 des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé, donc c'est plus pour l'élite. Alors que vous pouvez mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle dans un passé récent, quand nous fréquentait les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. Êtes-vous capable de passer une journée, voire quelques heures sans votre téléphone portable? Difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, s'en passer ferait du bien à la santé. L'usage de cet appareil électronique de télécommunication est aujourd'hui quasi permanent et est devenu nuisible aux relations sociales, diminuant ainsi la qualité des interactions et l'empathie entre personnes. Les précisions dans ce reportage. Rares sont les personnes qui peuvent aujourd'hui imaginer leur vie sans téléphone portable. Cet appareil a révolutionné les communications et rendu le monde si petit que l'on a peur de se retrouver un jour sans un téléphone. Sans me déplacer avec le téléphone, je peux régler beaucoup de choses. C'est devenu une habitude, quoi. Tout se passe autour du téléphone maintenant. On est habitué, je pense pas. Je peux passer une journée sans mon téléphone portable, si ça peut être dans les week-ends. Déjà à 4 heures quand je me lève, la première chose que je fais, c'est mon téléphone, je prends. Parce qu'il y a des données sur ça. 24 heures sur 24, je suis toujours dans mon téléphone. Je vais passer une journée sans téléphone. Il y a des moments où l'homme a besoin d'être calme, quoi. De se reposer et méditer sur la vie, voir comment analyser sa vie, quoi. Le téléphone portable est aujourd'hui devenu une seconde main droite. Agenda,
calendrier, boussole mini-ordinateur, entremetteur social. Pour les réseaux de téléphonie mobile, une journée sans téléphone portable est un énorme manque à gagner. Lorsque nous allons tous éteindre nos téléphones portables, ils perdront plus de 500 millions de francs CFA par jour. Ils ont beaucoup de contrats avec diverses structures et dès que les consommateurs ne communiquent plus, ces systèmes entrent dans un attentisme par rapport aux résultats que cela devrait pouvoir générer à tous les partenaires. Pour les associations de consommateurs, boycotter le téléphone portable pendant une journée peut aider à se faire entendre. La plupart aujourd'hui ont des actions cotées en bourse. Et donc, lorsque vous avez un service qui est boycotté comme ça, c'est que la valeur des actions peut chuter. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien pour les finances de votre entreprise. Et c'est d'ailleurs se basant sur ces effets, ces impacts-là, que le consommateur devrait utiliser le boycott, abandonner son téléphone, ne serait-ce que pour une journée, pour montrer aux opérateurs que le vrai patron, c'est le consommateur et non pas les fournisseurs. Je pense que c'est très important par moment de faire une pause, de laisser son téléphone portable tomber et de renouer avec la convivialité humaine, la chaleur humaine. Si l'utilisation du téléphone portable est indispensable, son usage devrait être modéré afin de préserver sa santé et renforcer les liens sociaux. Et ce sera tout pour ce mini-journal. Wikeko se poursuit avec vous, Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Amandine Agnamosu. Et comme vous le savez, Wikeko, c'est pas sans la revue de presse économique. Patrick Adiabodou s'y est collé. 319,3 milliards de francs CFA. C'est le montant rentabilisé au titre de la campagne cotonnière courant l'année 2020 dans la filière de l'or blanc au profit du Bénin. Gaskiyani Info a publié l'information et précise que ces chiffres concernent la vente des graines, des fibres, des tourteaux et des huiles de coton. Selon le journal, le Bénin a atteint cette valeur record grâce aux exportations du coton avec ses partenaires commerciaux. Cette prouesse, d'après les différents rapports, a eu d'énormes impacts positifs sur les populations. Zone économique spéciale de Glodjibé, plusieurs dizaines d'entreprises aussi bien béninoises qu'étrangères manifestent leurs intérêts de s'installer à Glodjibé. Une formidable opportunité d'affaires à saisir par les opérateurs économiques, selon la presse nationale. À en croire le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations à pièces, le montant des investissements prévus est estimé à 164 milliards de francs CFA, nous informe La Nation. Toujours au chapitre du développement économique, dans sa parution du 7 février 2022, le journal du service public nous apprend que l'État béninois n'empruntera pas plus de 1,2 869 milliards de francs CFA en 2022. Ainsi est fixé le plafond des nouveaux engagements vis-à-vis des bailleurs, dans une perspective de soutenabilité de la dette publique du Bénin. Pour réussir le plan de financement de l'État en 2022, le gouvernement n'occulte pas de recourir à une nouvelle émission d'eurobonds cette année, en substitution d'une partie du plan d'émission des titres publics. Une vision commune, verte, inclusive et génératrice d'emplois de qualité, c'est ce à quoi aspirent l'Union européenne et le Bénin. De nouvelles priorités pour 2021-2027 à retrouver dans les colonnes de La Nation du 10 février 2022. Fin de cette revue de presse économique. À dimanche prochain. Place à présent au décryptage. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.
Deux sportifs maison sont avec moi sur ce plateau pour aborder, ou plutôt pour décrypter la Coupe d'Afrique des Nations. Je reçois ce matin Issa Amadou. Issa, bonjour. Oui, bonjour Évariste. C'est un plaisir d'être encore sur ce plateau, même après la fête de la Coupe d'Afrique des Nations. Absolument, absolument. Et à côté de vous, Issa, je reçois Blaise Adokpo. Blaise, bonjour. Bonjour Évariste Balogun et puis bonjour aux téléspectateurs de BB24 et également au grand Issa Amadou qui a eu le temps d'utiliser ce studio pour commenter surtout ces 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce fut de bons moments sur les antennes de la... On va décrypter justement, Blaise. Déjà, dites-nous, Blaise, ce que vous retenez de cette Coupe d'Afrique des Nations. Première chose, le sacre du Sénégal, le tout premier trophée continental du Sénégal. Deuxième chose, les équipes considérées comme outsiders qui ont fait une très très belle compétition. Troisième chose, parler de l'organisation du côté du Cameroun pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était une très très belle organisation. Et puis il faut revenir forcément aux performances lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et sûrement l'arbitrage. On aura le temps d'en parler forcément dans cette émission. Donc en clair, il y a le sacre du Sénégal et puis forcément les performances et ensuite les questions d'arbitrage et d'organisation, surtout une très belle organisation du Cameroun qu'il faut saluer. Et la Côte d'Ivoire qui organise la CAN en 2023 a d'ailleurs envoyé une commission pour pouvoir mieux s'imprégner de l'organisation camerounaise lors de cette Coupe. Voilà, exactement, afin de préparer la sienne. Alors, ça, on sait qu'organiser une Coupe d'Afrique des Nations coûte cher, très cher même. Le Cameroun a déboursé, ou plutôt a sorti les grands moyens. Diriez-vous que cette 33e édition, le Cameroun a réussi le pari? Effectivement, le Cameroun a reçu le pari. Je dirais même au-delà, l'Afrique a reçu le pari. Pour moi, le Cameroun a donné une leçon aux autres continents, aux autres, on va dire, aux personnes qui pensent que l'Afrique est incapable. Le Cameroun a montré que l'Afrique est bel et bien capable de tenir des compétitions majeures, surtout dans cette pandémie de la crise sanitaire. Oui, l'Afrique peut, l'Afrique est bien capable. Je n'ai pas envie de parler comme Barack Obama, yes we can. Effectivement, voilà, tout simplement. Alors, au-delà, il y a eu des sensations fortes, il y a des déceptions, des problèmes d'organisation. Tout ça, Blaise a évoqué ça légèrement. On sait déjà que la Covid-19 a fait que la Coupe a été reportée, l'organisation a été reportée à maintes reprises, que le Cameroun même n'était pas forcément prêt. On a eu quelques stades qui n'étaient pas vraiment au top, le stade Japoma qui n'était pas vraiment au top, le stade Olembe également, avec tout ce qu'il y a eu, des morts et tout ça. Le bilan est vraiment positif, satisfait ou pas satisfait? Le bilan, pour moi, est largement satisfaisant. Vous savez, il n'y a pas, on va dire, une organisation parfaite. En toute chose, il y a toujours des choses qui seront faites bien, moins bien également, parfois pas du tout. Mais ça fait partie justement d'une organisation et ça fait partie de la Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque vous prenez un peu les autres pays en dehors de ces pays, on va dire du Maghreb, moi j'étais à la CAN 2012 au Gabon, où le jour même également du coup d'envoi, il y avait encore des menuisiers, des maçons qui travaillaient encore derrière. Donc c'est pour vous dire que quelque part, c'est pas l'idéal, mais c'est des choses qui arrivent forcément à un moment donné de l'organisation. On fait avec. Le plus important, et ce qu'il faut retenir, c'est que ces imperfections, ces petites imperfections n'impactent pas négativement la compétition. On va déplorer un peu les 8 morts au niveau du Cameroun parce qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la sécurité. Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut louer, mais l'essentiel à retenir est que finalement la fête a eu lieu et que la fête du football, elle a été belle. Voilà. Alors Blaise, beaucoup n'attendaient pas le Cameroun à ce niveau-là. L'Afrique, de façon générale, on a estimé que la Covid ne permettait pas à ce que l'Afrique organise la Coupe d'Afrique et que les autres nations pouvaient se permettre d'organiser leur compétition, mais pas en Afrique parce qu'on ne serait pas prêt pour l'organiser. Mais le Cameroun a quand même tenu à relever ce défi. Avant de parler, d'aller au fond du sujet, il faut quand même revoir comment est-ce que le Cameroun a préparé sa CAN. Déjà, avant le démarrage de la compétition, le ministre des Sports camerounais a rassemblé les influenceurs web, en tout cas tous les acteurs de la chaîne, journalistes, tous
pour pouvoir vendre l'image de la compétition. Et ça marchait. Et c'est un exemple à suivre par rapport aux organisations de compétition et autres. On rassemble les influenceurs web, les têtes couronnées, en tout cas tous ceux qui sont des acteurs qui peuvent vraiment participer à une meilleure organisation de la compétition. Maintenant, par rapport au drame, pas forcément l'incident d'Olembe, c'est survenu parce que le président de la CAF l'a rappelé, il y avait une seule entrée du stade qui était donc ouverte et ce n'était pas l'idéal. Donc c'est peut-être une erreur d'organisation. Oui, ça l'a rappelé, ça arrive. On a également vu ici au stade Charles de Gaulle, même ici à Cotonou, au stade Général Mathieu Kékou, qu'on n'ouvre pas très vite les entrées. Donc ça, c'est des perturbations qui arrivent, peut-être des erreurs de communication entre agents ou de sécurité. Donc, de toute façon, ce qu'on retient quand même, c'est que l'organisation a été réussie et c'est un exemple que le Cameroun a donné, un signal fort que le Cameroun a donné aux autres nations francophones qui vont organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023 pour la Côte d'Ivoire et 2025 pour la Guinée. Il y a le Bénin aussi qui se prépare pour sa Coupe du Monde de pétanque qui doit s'en inspirer également. Oui, il faut forcément s'inspirer de l'organisation. Oui, c'est juste une parenthèse. On ne va pas évoquer ça. Oui. Ce que je peux dire, c'est que le Bénin était présent pour la pétanque du côté de l'Espagne. Est-ce qu'on a pu envoyer une commission pour pouvoir s'imprégner de comment on peut organiser une Coupe du Monde? Ça n'a pas été le cas. Donc, espérons que cela se corrige. Maintenant, revenons dans le sujet. Revenons dans le sujet. Il y a également que la Covid-19 a beaucoup perturbé la compétition. Il y a eu que beaucoup d'équipes, on va dire la pandémie, la Covid-19 a été brandie un peu comme une arme pour détruire les équipes face à leurs adversaires, ou plutôt face au pays organisateur, le Cameroun. Bon, vous savez, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Avant la compétition, on a demandé, la CAF a demandé que la liste des équipes soit élargie à 28. Alors, et donc, quand on revoit un peu la configuration de toutes les équipes, on voit que les 99% des équipes sont venues avec 4 gardiens de but. Ouais. Alors, parlant de cas de Covid, je veux prendre juste le cas comorien. Ouais. Qui avait beaucoup jazzé, on sait ce qu'on a jazzé. Donc, je crois que pour les Comoriens sont venus avec 28 joueurs, mais 3 gardiens seulement. Et dans la compétition, ils ont eu 2 gardiens blessés et après l'autre qui est covidé et qui ne pouvait plus jouer le match. Mais entre-temps, il faudrait bien comprendre que la plupart des équipes, même le Sénégal qui a fini champion d'Afrique, en début de compétition, il y a eu des cas de Covid. Ouais. Et avant leur deuxième match, il y a d'autres qui n'étaient même pas guéris du Covid et qui sont venus après, donc au troisième match. Ils sont venus carrément vers la finale, on va dire. Et donc, les équipes, après les premiers cas de Covid, beaucoup d'équipes ont mis en place une bulle sanitaire. Et donc, n'entre pas dans l'hôtel de l'équipe qui veut. Et donc, même quand vous devez entrer dans l'hôtel, on vous soumet à un test rapide de la Covid. Et donc, ça a été fait. Pour le cas comorien, je crois qu'il faudrait qu'on invite les gens à ne pas seulement suivre les chaînes européennes pour pouvoir parler. La CAN s'organise, c'est comme le Bénin organise une CAN, vous n'allumez pas les chaînes béninoises et vous allez chercher les informations sur d'autres chaînes, sur les chaînes étrangères. Les Comoriens, après leur victoire face au Ghana, sont allés fêter. Oui, ils ont fait la fête. Donc pour eux, la CAN, c'était bon, c'était déjà fini. On peut profiter de Yaoundé. Et donc c'est ça qui a pu engendrer ce qui est arrivé. Parce que si vous quittez votre hôtel et que vous allez vous mettre dans un bar en face, dans un restaurant en face et que vous faites la fête, vous pouvez facilement prendre la Covid-19. Et on sait que le Cameroun, c'est une ville, c'est un pays où, oui, la fête, ça va. Alors, Issa, on parle des cas de Covid, mais ce qui est quand même un peu suspect, ou qui peut paraître suspect, c'est que le Cameroun n'a pratiquement pas eu de cas de Covid, alors que toutes les autres équipes, on en a vu, on en a déclaré. Je pense que Blaise a commencé par un peu expliquer le processus qui pourrait amener une équipe à être covidée ou à ne pas l'être. Il n'y a pas que le Cameroun, il y a eu le Maroc. Vous savez ce que les Marocains ont fait? Les Marocains ont débarqué, on va dire, au Cameroun. Ils ont demandé à la CAF de changer même le gardien qui est au portail. C'est-à-dire ils sont descendus avec tous
l'arsenal dont ils ont besoin. Cuisiniers, gardiens, hommes de sécurité, tout. Ils ont démontré qu'ils n'ont besoin de personne tout simplement parce qu'ils avaient envie de construire une bulle autour de l'équipe. Pas d'infiltration, pas entre griffes d'intrus. Et ça a marché. Vous avez entendu combien de Marocains covidés? 0 covidés du début de la compétition jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle la bulle et c'est ça qu'on appelle l'organisation. Mais avant, vous savez, la CAF a vu son image ternie avant justement la CAN à travers ce que vous savez. Le Bénin en a eu pour son cas. Il y a eu également d'autres nations. Alors, la CAF à un moment donné a été incapable de sécuriser les délégations étrangères lors des éliminatoires. Et donc, pour ce qui concerne la CAN, la CAF a décidé de changer de fusil d'épaule. Plus de 1000 hôpitaux ont été, on va dire, réquisitionnés rien que pour les tests Covid. Et un laboratoire étranger a été retenu justement par la CAF pour justement faire la contre-expertise souvent de ces résultats-là à polémique. Donc, à un moment donné, il y a certains pays qui n'ont pas respecté même le dispositif qu'eux-mêmes, ils ont mis en place. Le Comore en fait partie. Est-ce que vous avez entendu un membre de la délégation comorienne protester après les cas Covid? Non, c'est la rue qui parle, c'est les réseaux sociaux qui étaient en ébullition. Mais les Comoriens eux-mêmes n'avaient pas droit à la parole parce qu'ils savaient que les cas Covid étaient vrais, effectivement, même en dehors de cela. En dehors, on va dire, de dispositifs sanitaires mis en place par la CAF a intimé l'ordre à chaque pays d'avoir en son sein un point focal sanitaire, au point où, quand un résultat sort, vous avez, on va dire, la plénitude d'aller vérifier en votre sein au niveau de votre propre médecin que vous avez déplacé depuis le pays pour une contre-expertise. Et lorsque vous doutez, vous faites une réclamation. Donc, c'était beaucoup plus les réseaux sociaux. Il n'en est absolument rien. Il y a plusieurs pays qui ont mis un dispositif en place qui a marché. Souvenez-vous que déjà à partir des 8e de finale, on n'a plus entendu parler de cas de Covid. À ce moment précis, tous les pays ont commencé par prendre conscience. Blaise l'a rappelé. Effectivement, pas de cas de finale surtout. Blaise l'a rappelé tantôt. Il y a eu des qualifications inattendues. On a versé dans la fête. Même les passants se sont mélangés. Voilà, on a célébré la fête, oubliant qu'un intrus qui rentre justement dans le groupe, c'est un risque, on va dire, d'être testé positif. Donc, je dis Covid, oui. Moi, je salue même un peu la CAF pour l'une des rares fois, et également les autorités camerounaises, pour avoir franchement joué leur partition pour que tous les pays et toutes les délégations ne soient pas embrasées justement par cette histoire de pandémie. Eh bien, quittons la pandémie de Covid et parlons à présent des performances des différentes équipes. On a vu une équipe tenante du titre, l'Algérie, qui a carrément foutu le bordel en griffe, qui a quitté la compétition c'est pas possible, dès les phases de poule. Comment vous l'expliquez? Alors, moi, je l'explique tout simplement par le fait que les 24 nations qualifiées pour la phase finale de la CAN, c'est les meilleurs d'Afrique. On est 54. 24, c'est la crème des crèmes. Alors, lorsqu'on vient maintenant à la phase finale, je dis, c'est un combat entre les meilleurs. Et les différentes sélections nationales qui ont pu répéter les gammes, qui ont pu restaurer la forme que ces équipes-là ont affichée lors des éliminatoires, ce sont ces équipes-là qui ont émergé. Et les équipes, justement, qui, lors des éliminatoires, étaient bonnes, mais à la phase finale, n'ont pas pu être bonnes. C'est les équipes qui n'ont pas pu répéter tout simplement les gammes. Autrement dit, qui n'ont pas pu être constantes, qui n'ont pas pu répéter ce qu'on a vu au niveau de ces équipes-là lors des éliminatoires. Sinon, vous avez les 24 meilleurs. Et parmi les 24 meilleurs, le défi pour ces 24, c'était de rester constant ou beaucoup plus de progresser. Donc il y avait des équipes qui, à un moment donné, ont perdu le fil de leurs prestations et qui ont chuté lamentablement. Le Ghana et l'Algérie, c'est des exemples. Mais les autres, à un moment donné, sont restés constants. Et les autres, il y a eu certains qui sont montés d'un cran, notamment les Comores, la Gambie, le Malawi, qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau de la compétition. Donc voilà un peu comment j'explique un peu la prestation et surtout la chute de ces équipes-là comme l'Algérie ou le Ghana. Blaise, entre les petites équipes en griffe qui ont émergé durant cette compétition, la Gambie, les îles Comores, qui ont quand même fait une très belle CAN, on va dire, selon vous, quelle est la révélation, quelle équipe est l'équipe révélatrice de cette CAN-là? On sait que la CAN passée, c'était Madagascar. Effectivement. Pour cette CAN... Je mettrais en avant la Gambie.
Oui, je mettrai en avant la Gambie pour avoir été en quart de finale. C'est sa première CAN. Et n'oublions pas également que les Comores également étaient à leur première CAN, mais compte tenu de la performance de la Gambie, on va mettre la Gambie devant pour avoir également fini premier dans son groupe avec le même nombre de points que le Mali, qui a une très belle équipe. Donc, personnellement, la Gambie en première position. J'aurais voulu mettre la Guinée équatoriale, mais pour avoir déjà découvert la Guinée équatoriale en 2012, donc on peut quand même se dire que oui, on attend également la Guinée équatoriale. Mais la Guinée équatoriale, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, était considérée comme outsider, mais elle était quand même en quart de finale. Donc, on a eu beaucoup de révélations, surtout par rapport au collectif pour les équipes. Même le Burkina Faso n'était pas attendu en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et quand on revient également au parcours du Burkina Faso, c'est une équipe qui a fait douter l'Algérie dans les groupes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, a fait douter le Cameroun en match d'ouverture, et après les matchs se sont enchaînés. Et de toute façon, le Malawi également, voilà une équipe qui ne démérite pas et qu'on a vu ici à Cotonou face à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas être surpris par les performances de ces équipes. Petite remarque au niveau de ces équipes, c'est des entraîneurs locaux qui sont à la tête. Oui, on va revenir sur ces questions-là. Mais déjà, on a quand même pu constater que les équipes qui n'étaient pas du tout attendues, ou plutôt les petites équipes, comme on le dit, en griffe, ont montré qu'ils travaillent véritablement et qui qui cherchent à avoir cette coupe-là. Oui, c'est des équipes qui, pour la plupart, utilisent des joueurs de leur championnat. Local. Donc, ils ont le temps, ces joueurs ont le temps de se connaître, de mieux se préparer. Vous étiez en train d'évoquer le cas de l'Algérie. Oui, l'Algérie s'est préparée à travers la Coupe du Monde arabe, mais en même temps, c'est une équipe d'Algérie qui est venue à la veille de la compétition. Donc, l'acclimatation, on peut également en parler. Mais quand on revoit ces équipes, l'Éthiopie, le Malawi, la Guinée équatoriale, la Gambie, la plupart des joueurs évoluent dans le championnat local et sont sur le continent africain. Autrement dit, le championnat local serait peut-être la pépinière pour porter les équipes. La pépinière pour d'autres équipes, parce c'est un championnat qui est régulier et il y a une certaine qualité, une certaine organisation. Même s'il y a crise, c'est que le championnat continue. Effectivement, forcément, le championnat, c'est le baromètre, on va dire, importantissime pour développer, on va dire, le football dans un pays et surtout pour avoir une équipe nationale compétitive, pour avoir de la pépinière, pour avoir des seniors, pour avoir, on va dire, une équipe qui pourra briller dans des compétitions. Et il ne suffit pas d'avoir un championnat. Il faut également avoir les infrastructures. On tire un coup de chapeau justement au gouvernement béninois avec les stades qu'on a désormais ici au Bénin. C'est comme ça que ces petites nations-là ont pu réellement avoir un football compétitif. On peut avoir réellement des équipes qui puissent réellement répondre valablement sur le continent africain. Donc je pense que le championnat national, le championnat local, c'est tout simplement la base de tout développement. Si vous ratez ce niveau-là, vous n'avez pas une chance de briller. Alors Issa, une première à cette CAN, je crois, c'est l'utilisation de la VAR. Si je ne m'abuse, la VAR a été utilisée pour la première fois à cette CAN. Est-ce que vous étiez satisfait de l'utilisation qui en a été faite? Alors, en Égypte, un peu légèrement, à part des cas de finale en Égypte. Alors, même pour ce qui concerne cette 33e édition, c'est la première fois qu'en réalité, on a eu l'utilisation à plein temps, bien sûr, de la VAR. Effectivement. Alors, la VAR, ça dépend de quelle position on occupe. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je dirais que c'est du 50-50. Il y a eu des situations que la VAR a dénouées positivement, qu'on aurait pu laisser et qui seraient considérées comme des injustices. Mais il y a également des situations que la VAR a compliquées pour certaines sélections. Moi, je pense qu'on ne peut pas chier sur la technologie. La VAR, c'est de la technologie qui vient s'ajouter justement pour minimiser les erreurs au fait arbitrales sur, comment on appelle, dans un match de football. Donc, on ne peut pas refuser la VAR, mais on peut rectifier la VAR. On peut, on va dire quoi, corriger la VAR. On peut performer avec la VAR. Voir certainement au niveau des erreurs, quelles sont ces erreurs-là qui pourraient être entre griffes corrigées, laissées par la VAR, et quelles sont ces erreurs-là qui pourraient être oublié carrément par la VAR, parce qu'on a vu des situations où on a réellement estimé qu'il n'y avait pas une situation de carton rouge.
On a vu également des situations où il y avait la main en pleine surface de réparation. Je me rappelle de ce match entre la Tunisie et le Mali. La VAR n'est pas intervenue. Donc il y a eu de ces petites imperfections qu'on pourrait corriger tout simplement en nous asseyant autour d'une table pour discuter de technologie avec le football. Je pense qu'on ne peut pas annuler aujourd'hui la VAR. La VAR a servi quand même, voilà. Vous savez, on décrit la VAR lorsque la VAR dessert. Mais quand la VAR sert, on applaudit, on dit voilà, et ainsi de suite. Sur la VAR, je crois que Issa l'a rappelé, c'est du 50-50. Et les arbitres, là où on peut condamner un peu, c'est que, surtout en huitième de finale, même en phase de poule, quand les arbitres allaient voir la VAR, aussitôt c'est un carton rouge, quoi. On pouvait imaginer déjà que quand... comme s'ils avaient reçu des instructions. Voilà, donc, mais à partir des quarts de finale, on a senti que ça a vraiment diminué. Je ne sais pas si ce sont les arbitres qui sont revenus à partir des quarts de finale. On a vraiment apprécié, par exemple, que Tessema, il a fait une très bonne demi-finale. Il a été appelé par la VAR 2 fois lors de la rencontre Sénégal-Burkina. Il a annulé, il s'est déjugé, c'est ce que je vais dire, parce qu'il avait sifflé en temps 2 pénaltys pour le Sénégal. Il s'est déjugé à chaque fois qu'il allait voir la VAR. Donc, c'est là aussi l'importance de la VAR. On peut se reprendre sur un coup de sifflet. On peut revenir sur une faute qu'on n'avait peut-être pas bien vue. Et donc, c'est ça l'importance de la VAR. Maintenant, c'est comment vous l'utilisez. Votre réaction, il ne faudrait pas mal analyser. Voilà, un geste. Que le jugement reste juste au niveau de l'arbitre. Oui, le jugement reste au niveau de l'arbitre. Et parlons justement des arbitres. Il y a eu quelques révélations et quelques grosses déceptions. En parlant de révélations, on a la Rwandaise quand même qui a fait un très bon match, qui a arbitré un très bon match. Elle a fait le match Oui, elle a fait le match entre le Zimbabwe et la Guinée. Je crois bien que c'est ce match. Elle n'a jamais fait appel à la VAR, ou la VAR ne lui a jamais fait appel, mais elle a fait un très bon match. Donc, de toute façon, je crois que la CAF est dans une dynamique de permettre aux femmes arbitres de pouvoir également siffler des matchs de football masculin. On l'a déjà vu en Europe avec Stéphanie Frappa qui siffle les matchs de Ligue des Champions. Donc c'est bien. Ce qu'il faut également ajouter, c'est que la CAF, à travers sa relation avec l'UEFA et la Confédération sud-américaine de football, a fait venir des arbitres des deux continents, des deux confédérations pour pouvoir apporter leur main forte à l'arbitrage. Alors, grosse déception, Sikazoué. Effectivement, Sikazoué, qui pourtant est l'un des meilleurs sifflets africains, ça a été la grosse déception au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est on va dire quoi, on a un peu du remords à voir un peu la situation dans laquelle s'est trouvé l'arbitre Sikazoué. Alors pour un petit rappel, c'est lui l'arbitre qui a sifflé la fin du match par 2 fois, alors qu'on était loin de la fin. Voilà. Tunisie-Mali, effectivement. Il s'est expliqué après qu'il y a eu un malaise, qu'il y a eu bien sûr des situations qui ne l'ont pas du tout aidé. Il y a eu l'humidité, il y a eu la chaleur. Ça a été un peu l'intrus, on va dire l'invité surprise dans cette CAN. La chaleur, l'humidité, c'est des situations qui, mine de rien, pourraient tout simplement déstabiliser et mettre en doute la lucidité d'un individu. Alors, il s'est expliqué qu'il était très mal à l'aise. Je prends ça comme un incident isolé. Voilà. Mais ce que j'ai reproché peut-être à la CAF, c'est de maintenir encore cet arbitre-là sur la liste des arbitres qui ont conduit certains matchs jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il était beaucoup plus au niveau de la cabine de la VAR. Bon, je pense que vu cet incident, on aurait pu carrément le mettre de côté pour qu'il aille on va dire, se soigner et revenir pourquoi pas pour d'autres compétitions africaines. Alors on va finir là-dessus, on a 30 secondes parce que le temps est totalement parti. On revient sur qu'est-ce que j'allais dire, sur les arbitres africains face les sélectionneurs africains face aux sélectionneurs européens. On a pu constater que durant cette CAN, les sélectionneurs africains ont démontré de quoi ils étaient capables.
Effectivement, et c'est une, on va dire quoi, c'est une très bonne chose pour l'Afrique, parce qu'on a toujours, voilà, on a toujours cru que pour émerger avec une sélection africaine, il faut venir une peau blanche. Non, les peaux noires également sont capables de beaucoup de choses. Et je pense que le sacre de Aliou Cissé en est un exemple. Et j'invite réellement ces pays africains à faire l'expérience, à consommer local, pour parler en français facile, parce que justement, on a quand même des valeurs locales. On a des entraîneurs sur lesquels on peut s'appuyer pour développer, on va dire, le sport et le football en particulier. Dire au Bénin, 12 millions d'habitants, qu'on n'a pas un entraîneur ou deux entraîneurs pour coacher l'équipe nationale, je pense que c'est se moquer de l'intelligence béninoise. Il faut tout simplement revoir notre manière de faire. Je pense que c'est beaucoup plus dans la tête. Hein. C'est une culture. Ayons la culture de la foi en nos valeurs. En nos valeurs. Le consommons local, Blaise. C'est tellement important. Et la CAN 2021 nous a démontré que les équipes en griffe outsiders sont venus avec des entraîneurs du pays, des entraîneurs locaux. Et ce sont ces équipes, moi je salue plus ces équipes qui ont performé que même les équipes qu'on attendait, qui étaient déjà des favoris. Et donc, on doit miser sur les entraîneurs locaux. On parle de diplôme. La plupart aujourd'hui ont les diplômes. Et je ne crois pas que c'est forcément le diplôme. On parle de diplôme, c'est ce que tu sais faire qui est le plus important. Comment tu sais manager l'équipe. Et c'est surtout ça. Quand vous voyez l'équipe de la Gambie jouer, vous voyez l'équipe de la Guinée équatoriale jouer, vous voyez des gens qui jouent avec le mental. Oui, la Guinée équatoriale aurait pu éliminer le Sénégal. Oui, tout à fait. Cette équipe aurait pu éliminer le Sénégal. Et malgré le fait que cette équipe ait encaissé 3 buts, ça jouait toujours. Ouais. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on n'a pas besoin d'un entraîneur européen, ni un entraîneur de la zone Amérique du Sud à la tête d'une équipe africaine pour pouvoir voir une équipe africaine évoluer. Misons sur nos arbitres locaux. Et puis, le gros absent de cette CAN, c'est quand même le Bénin. Hein. Ah oui. Espérons. On fera de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Ah oui, oui. Il faut se préparer. Et en clair, ce ne serait pas vraiment facile. Il faut travailler. On doit travailler. Merci à vous, chers confrères, d'être passés sur ce plateau. Blaise Adankbo, merci pour ce décryptage. Issa Amadou, merci également d'être passé. Tout de suite, le dossier de la semaine. La digitalisation est au cœur de la production risicole, avec comme ambition de connecter tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production. Comment est-ce faisable? On installe notre invité avec cet élément. Le riz, l'un des principaux aliments de base des populations de l'Afrique de l'Ouest, après le maïs, le mil, le sorgho et le blé. Pour booster la filière riz, de jeunes pousses, encore appelées start-up, proposent des solutions numériques. Objectif, aider les riziculteurs à mesurer les opportunités de leurs projets agricoles et à évaluer les charges et les bénéfices. Aujourd'hui, il faut permettre aux producteurs de maximiser les bénéfices tout en lui réduisant donc les charges. Parce que le riz a 3 phases. Vous avez la phase végétative, la phase de floraison, la phase de reproduction et la phase de maturation. À ces différentes phases, il faut utiliser donc de très bonnes innovations, des innovations smart. Des innovations smart pour numériser la filière riz. En voici une. Digital Rice, une plateforme multi-acteurs qui vise à informer les producteurs sur les tendances des prix, les demandes en riz, les prévisions agroclimatiques et la promotion des résultats de recherche sur le riz. Mieux. Interconnecter les acteurs à divers niveaux, producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs, pour permettre aux producteurs de prendre connaissance d'abord des innovations et de se les approprier. Pour dynamiser la riziculture à l'aide du numérique, Bénin Riz est l'une des composantes de la plateforme Digital Rice. Elle vise à promouvoir le riz local et faciliter l'achat. L'application leur offre la possibilité d'envoyer des audios, nous les recevons et nous les traitons avec qui de droit. Les audios quand ils ont un problème et les audios quand ils sont proches de la récolte. Ce qui nous permet à nous d'informer les transformateurs que le riz est disponible dans le temps et dans l'espace à tel endroit. Ou bien quand la plante de riz a un problème, l'application est en mesure de dire « Ah, vous avez telle attaque potentiellement ». Et Sans Internet propose des approches de solutions.
Une approche de solution numérique encouragée par la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la promotion d'une filière sans parler du numérique. La Chambre nationale d'agriculture est dans cette dynamique où il faut nécessairement associer le numérique à l'agriculture. C'est pour cela que la Chambre a décrété une semaine où nous parlons uniquement de numérique. En ce moment-là, nous faisons la promotion des startups. Théodore Boyou est l'initiateur de Digital Rice, un projet numérique innovant qui séduit déjà les producteurs. Nous avons fait une approche multilangage, multiethnique, pour que, en promouvant l'application, celui qui est fond ne se sente pas plus priorisé que celui qui est bas-riba. Nous avons travaillé beaucoup plus avec une quinzaine de coopératives. Et donc, dans cette approche-là, nous avons touché beaucoup de producteurs. Pour accroître le rendement et la production du riz, le digital pourrait sans nul doute faire de l'agriculture le nouvel or vert du continent africain. Il est notre invité Théodore Boyou pour en parler de la digitalisation, on va dire, du secteur du riz au Bénin. Théodore Boyou, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et lui qui était à côté de Théodore Boyou dans ce reportage est également sur ce plateau, Patrick Adiagodou, bonjour. Ulvaïus Balebou, bonjour, merci pour cette belle introduction qui m'annonce, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour à tous. Théodore Boyou, ravi de vous recevoir sur Wikeko, bonjour. Plaisir partagé. Vous êtes un ingénieur agronome, responsable d'une jeune pousse qui crée des solutions numériques pour digitaliser la filière riz du Bénin. Quelles sont ces solutions? Merci d'abord pour toute l'attention concernant notre start-up. Et pour répondre à votre question, je dirais que nous sommes une start-up dont le nom est Digital Farm. Nous n'intervenons pas que dans le riz. En effet... Mais nous parlons du riz. Oui. Mais parler du riz, nous avons conçu un système comme Digital Rice, qui est un système multi-acteurs qui intègre chercheurs, producteurs, transformateurs, consommateurs et commerçants. De telle manière à ce que la filière riz puisse, à partir du numérique, reprendre l'envol qu'il faut en vue d'amener le Bénin à atteindre l'autosuffisance. C'est beaucoup plus la vision. Et en termes plus concrets, quelles sont ces solutions? Vous avez parlé Digital Rice, c'est la plateforme mère, si je comprends bien ce que vous dites. Oui. Mais quelles sont ces plateformes numériques? Comment est-ce que la plateforme travaille en fait? Parce qu'avec tous ces acteurs-là, on se demande bien quelle est la trame. Lorsqu'on prend Digital Rice, elle est constituée par 4 composantes. La première est une alerte dénommée Notice Riz, par laquelle nous savons que les producteurs ne sont pas trop du genre à aller sur Internet pour chercher l'information. Quand par exemple un chercheur publie un article, généralement c'est sur LCEVA ou un certain journal, le producteur n'a pas la facilité, déjà que probablement c'est en anglais, d'aller prendre cette information-là et de se l'approprier. Rappelons que ces informations-là ont trait à des innovations adoptées dans d'autres pays qui ont vraiment fait leur preuve. Et donc, nous, notre rôle à travers cette composante, c'est de décentraliser, de monnayer l'information pour le producteur afin que le producteur puisse non seulement s'approprier les nouvelles techniques, mais puisse aussi, même s'il n'est pas en mesure de se l'approprier, être au parfum de ce qu'il pourrait faire si telle et telle conditions sont réunies. Ça, c'est la première composante. Et aussi, à travers cette composante, nous savons que en dehors des recherches, il y a aussi des opportunités. Il y a des appels à projets lancés par l'État, il y a des opportunités de financement. Et par expérience, nous savons que les producteurs, généralement réunis en coopérative, ont du mal, prennent un peu plus de temps. Donc, il nous revient à travers cette composante-là, de les ramener alors, de leur dire le délai, le deadline, c'est pour telle période, essayez de vous mettre à jour parce que c'est à votre profit. Et aussi, nous parlons aussi de demande en riz parce que nous travaillons aussi avec des acheteurs, des grossistes qui disent, bon, moi je cherche telle quantité, telle autre quantité. Il nous revient de dire, oui, monsieur, parce que votre récolte approche et il y a telle demande, essayez de contacter tel monsieur, telle structure pour vraiment spéculer votre production. Et donc ça, c'est la première composante. La deuxième était prioritairement qu'une seule application, mais elle est devenue 2 applications. La première application disponible sur Play Store, Bénin Riz, et qui permet à une coopérative donnée
après identification près de notre structure, de se connecter une fois pour de bon. En se connectant, c'est pas que, bon, quand je me connecte et puis après, je vais encore, j'ai perdu le mot de passe. Non, tant que le téléphone n'est pas perdu, le producteur ou bien la coopérative peut être déjà connecté à la plateforme. Et donc, cette application leur permet d'envoyer des notes vocales et des photos, des images. Les notes vocales ayant trait à quand ils ont un souci, quand ils ont un problème, des attaques, des infestations, ils peuvent dire, ah oui, sans parler français, ils peuvent nous l'envoyer en bas, en fond, pour dire, voici mon problème. Et donc, il est beaucoup plus à l'aise d'exprimer sa préoccupation. Et toujours quand sa récolte est proche, il a aussi la possibilité de dire, bon, le président de coopérative, idéalement, qui nous informe pour dire, déjà, dans 2 semaines, nous attendons. C'est des accessions, c'est des déclarations que nous traitons de manière beaucoup plus stratégique avec les techniques qu'il faut au sein de l'entreprise. Donc, il fait des déclarations pour dire nous attendons à avoir 200 tonnes d'ici 2 semaines. Et avec la possibilité d'envoyer des photos, les photos à l'appui nous permettent maintenant d'informer l'opinion publique internationale et nationale pour que les probables acheteurs, notamment les transformateurs, puissent avoir l'information. Parce que déjà, laissez-moi vous souffler que par le passé, quand la question de changement climatique n'était pas assez ce que c'est actuellement, on savait a priori qu'en janvier, on allait trouver du riz exactement dans telle zone. Mais la donne a changé, et il faut vraiment disposer de l'information pour pouvoir vraiment faire tourner son business. L'autre question que je voudrais vous poser, vous parliez tout à l'heure de Benery, Benery qui est une application. Est-ce que cette application aussi est destinée aux commerçants et aux acheteurs? Je veux parler du le processus d'achat et de vente du riz. D'accord. En ce sens, nous avons enclenché les négociations avec l'Association nationale des commerçants du riz local du Bénin pour intégrer ce qui est déjà en cours. Normalement, je pense d'ici fin février, ce serait prêt. Un module à partir duquel, lorsque vous êtes un commerçant, vous êtes géorépéré sur l'application. Ça offre une autre interface. Vous êtes géorépéré sur l'application de telle manière qu'un consommateur en ayant l'application puisse dire, bon, je veux du riz local. Bon, quelle est la boutique dans laquelle je peux trouver du riz local, la boutique la plus proche de moi? Et donc ça lui dit non seulement le numéro et la distance, et puis comme sur Google Maps, pour vraiment se rendre. Et c'est le moment pour moi de rappeler que dans cet élan, nous avons voulu, avec l'accompagnement de tous les acteurs nécessaires, lancer des boutiques tampons. Des boutiques tampons. Des boutiques tampons en ligne ou bien physiques? Non, des boutiques tampons physiques, mais disponibles en ligne. Parce qu'il faut que le citoyen lambda puisse dire, pour avoir le riz, je peux le trouver ici, parce qu'a priori, on ne sait pas. À part dans les marchés, je ne peux pas me lever et dire, bon, peut-être si je sors d'ici, je veux trouver du riz local à tel endroit, à tel endroit. Donc c'est beaucoup plus dans une dynamique d'encourager la promotion du riz local, la consommation locale. Je voudrais revenir un peu sur la question, plutôt sur l'enjeu des SMS alertes. Je me demande, est-ce qu'au-delà de ce que vous avez expliqué là, les SMS alertes permettent aux producteurs d'avoir l'information relative à la météo, par exemple? Oui, dans ce sens, merci beaucoup. Et il y a un processus en cours avec Météo Bénin avec qui nous voulons désormais, à travers l'application, promouvoir les prévisions agro-hydro-climatiques qui permettent aux producteurs de savoir, la saison démarre pour cette année, dans telle période, information à laquelle ils n'avaient pas assez. En dehors de ça aussi, il y a les tendances sur le marché, et puis un certain nombre de trucs qu'on a inclus. Et pour raison de fiabilité, ces informations que vous glanez auprès de la Météo Bénin, du coup, quand vous avez l'information, vous avez la certitude que l'information elle est vraie, elle est vérifiée, et vous balancez au producteur? Non, qu'est-ce que vous faites? Ok, à notre niveau, le producteur n'assimile pas les thèmes techniques. Quand par exemple on parle de, je dis n'importe quoi, qu'en fonction de la pluviométrie et que l'insolation et puis un certain nombre de thèmes, il faudrait déjà, parce que en dehors de partager ces informations, nous avons aussi des forums
WhatsApp, dans lesquels les principaux responsables de ces coopératives-là sont. Et donc, selon qu'ils soient d'Indie, il y a le forum, selon qu'ils soient ainsi de suite. Donc, ainsi faisant, nous partageons l'information pour dire, l'information envoyée, voici en fait de manière beaucoup plus simple, simplifiée, assimilable, ce que ça retarde. Cela veut dire juste que si vous êtes à Dangbo et qu'il y a cette quantité de pluie qui doit tomber, nous vous préconisons d'aller faire de riz peut-être un mois, d'attendre d'abord que la crue, un certain nombre de paramètres qu'ils ont de la facilité à assimiler. Alors, est-ce qu'il faut, excusez-moi Patrick, est-ce qu'il faut forcément disposer d'un smartphone? Parce qu'il y a ceux qui sont encore en griffe rudimentaire. On a dit digitaliser. Non, mais parce que les SMS alertes, on peut l'avoir également sur le téléphone. Il y a un téléphone qui n'est pas connecté. Ou bien vous êtes uniquement avec le numérique, les smartphones. Bon, pas que les smartphones. Oui. Par exemple, nous avons parlé des alertes SMS. Au fait, le processus est tel que parce que nous savons qu'un producteur, a priori, quand on le prend, il n'est pas trop Android et autres. C'est ce qui nous oblige à travailler avec les coopératives. Et nous savons que selon la logique paysanne et la dynamique au sein des coopératives, quand 1, 2 à 3 membres sont informés, tous les autres ont l'information. Et donc, dans cette coopérative, l'expérience a démontré qu'il y a au moins 2 à 3 personnes qui disposent d'un smartphone. Et donc, déjà, à travers ces personnes-là, c'est un processus, disons, d'alphabétisation progressive pour vraiment atteindre le résultat. Quand je vous écoute, je sens beaucoup de passion en vous, beaucoup de volonté d'aider les producteurs, commerçants, transformateurs de la filière riz à prospérer, à pérenniser leur travail. Mais de quel constat vous êtes parti pour décider de dynamiser, numériser la filière riz? Personnellement, à votre niveau, je sais que vous êtes ingénieur agronome, oui, mais vous êtes parti de quel constat? Bon, déjà, j'ai beaucoup plus fait avec Africa Rice, l'institution, mais en matière de production, de recherche appliquée à la riziculture au niveau continental. Et donc, lorsque j'étais encore en stage au sein de Africa, j'ai remarqué que, bon, certes, ils ont des parcelles, c'est pas que je remets en question, mais ils ont des parcelles de démonstration. Les producteurs qui participent aux expérimentations, l'information. Oui. Mais quand je pense, parce que c'était en Côte d'Ivoire, quand je repense au Bénin, je me dis, comment est-ce que le riziculteur de Dangbo peut savoir qu'avec telle technologie, on peut vraiment produire 2 fois au lieu d'une seule fois par an? Comment est-ce que celui d'Alada peut vraiment faire de 2 campagnes au lieu d'une seule? Et donc, c'est à cela j'ai commencé par réfléchir, associer les collègues, et c'est ce qui, depuis 2018, bien sûr, et nous en sommes là aujourd'hui. Et comment se porte une jeune pousse, une start-up qui s'investit dans la digitalisation de la filière riz au Bénin? L'expérience aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que ça porte des fruits, déjà des résultats pratiques? Voilà. Donc, pour répondre, je dirais beaucoup plus que les producteurs ont marqué leur adhésion, ils sont prêts, les jeunes surtout, qui veulent vraiment par cette plateforme, oui. Vraiment, puisqu'on se dit a priori, quand tu n'es pas du domaine, quand tu te mets dedans, c'est du gâchis. Oui. Et donc, ils ont la certitude qu'en appliquant, qu'en faisant la riziculture avec l'expertise qu'on apporte, ils vont réduire, le marché est là, etc. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus apprécié. Les producteurs nous sommes actuellement dans une phase de promotion au plan national pour adhérer le maximum de coopératives, et surtout en prenant par les jeunes. Et c'est ce qui nous a obligés à lancer le programme 1 million de tonnes de riz par les jeunes et par le numérique, pour se mettre dans la dynamique de l'État, dans la vision d'atteindre le 1 million de tonnes. Parce que les jeunes ont plus de facilité aux technologies, et donc ça va prendre. Et déjà, je souffre que une centaine de jeunes sont en train de s'inscrire, et nous avons enclenché progressivement, selon nos capacités actuelles, les processus avec eux. Encourager les consommateurs à préférer le made in local. Le made in local, consommons local. Avez-vous pensé à une solution numérique pour inciter, motiver les Béninois à acheter et consommer local? Avant même de partir au numérique, je pense que le travail doit se faire même au sein des administrations, que ce soit privé ou public.
Si déjà, je suppose que déjà peut-être ici il y a une affiche qui puisse dire moi nous consommons local à BB24 et vous déjà si je viens ici je vais me dire bon comment est-ce que je peux rapidement faire comme Faisons pas de la publicité. Faisons de la information, oui. Non mais vous n'avez pas évoqué une marque de riz, vous avez dit vous consommez local. Okay. Voilà, vous consommez local. C'est une manière de sensibiliser. Voilà. Et donc c'est déjà à cette étape-là. Et sur les réseaux sociaux, nous avons notre page Bénin Riz, à travers laquelle nous essayons d'avoir l'avis des consommateurs, de les inciter à la consommation et bien d'autres choses. Oui. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà eu des impacts, des retours? C'est vrai, vous l'aviez dit tout à l'heure, je vous ai posé la question, Ulvaeus a appuyé la même question, oui. En vous posant, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des retours sur les impacts de vos innovations, de vos applications smart, intelligentes au niveau des producteurs, transformateurs et commerçants? Déjà au niveau des producteurs, pour ceux avec qui nous avons travaillé, nous avons constaté que cela a réduit plus, ou bien je dirais cela a accru, autant pour moi, cela a accru, okay, cela a accru, disons, le conseil rapproché. Okay. Déjà que nous savons que les techniciens sont avec eux, mais pour question de disponibilité dans le temps, et puis ça fait que pour souvent répondre, il y a certaines contraintes, et oui. Ce qui fait que déjà, lorsque le producteur a un problème que ce n'est pas vite résolu, okay. C'est toute la rizière qui est attaquée, et que nous nous retrouvons au vu de cela à 3 tonnes à l'état, dans les environs de 3 tonnes, et donc nous avons remarqué, nous avons la certitude et qu'avec notre solution, oui. Au niveau de la production, nous pouvons atteindre 4 tonnes d'ici 2025 si tous les acteurs vraiment nous soutiennent. Voilà. On va espérer que tous les acteurs vous soutiennent. Jeunes pousses, jeunes start-up, tout le meilleur pour vous. Espérons que tous les acteurs, aussi bien au niveau de l'État, ouais, justement. Quand on parle la Chambre nationale de l'agriculture, le ministère de l'agriculture, vous accompagne pour que, inévitablement, j'allais dire, qu'on atteigne l'ambition du gouvernement. Merci à vous, Théodore Boyou, d'être passé sur ce plateau. Merci. Patrick Adiabojou, merci d'avoir conduit cet entretien également. Merci. On va se donner rendez-vous dimanche prochain. Je vous invite à acheter le riz local. Oui, je vais acheter le riz local. Le riz made in local, je vais l'acheter. Merci, ce sera tout pour Wikeko de ce dimanche à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj, également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Wikeko. Portez-vous bien et à dimanche prochain.